Déjà ravie d'être avec vous cet après-midi et merci à l'Observatoire pour l'invitation. Donc effectivement, on va voir comment, en quelques minutes du moins, le sujet est vaste, mais comment utiliser, exploiter la data RH pour relever les défis de la RSE. Alors évidemment, après une démonstration si statistique comme celle qu'on vient d'avoir, on s'est dit que la première slide, il fallait forcément mettre une courbe. Donc effectivement, un point de départ qui est de dire, en France, bien la productivité, elle ne croît plus. Hein. C'est un thermomètre qu'on utilise, que la productivité est un thermomètre qu'utilisent plutôt les économistes et peu les RH. Hein. Mais on a perdu donc 6% de productivité en 5 ans par rapport à la tendance historique. Donc ça, c'est une donnée du ministère du Travail. Et donc, si on avait suivi la tendance, autrement dit, si on avait suivi la courbe qu'on voit là en bleu clair, on aurait 6,6% de PIB en plus. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est une autre data qui est issue d'une autre source, une étude faite par Rexecode, qui explique cette baisse de la productivité à 40% par la hausse de l'absentéisme. Hein. Effectivement, quand on regarde l'évolution du taux d'absentéisme, on se rend compte que ces 5 dernières années, l'absentéisme a évolué de 1,1%. Alors en soi, le score est petit, 1,1, on a l'impression que c'est petit, mais en réalité, derrière ça, ça engendre 72 milliards d'euros par an. Hein, juste pour se rendre compte de ce que ça représente, même si vous l'avez probablement tous en tête, c'est 56% de notre déficit public. Donc, si on retournait à la normale, en termes d'absentéisme, on pourrait dire qu'on diminuerait par 2 le déficit public. Hein. Donc, les défis en lien avec le sujet de l'absentéisme sont énormes. Voilà, 72 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Voilà. Alors, ça c'était juste pour l'introduction statistique dans la lignée de la présentation qui vient de vous avoir été faite. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette hausse de l'absentéisme? Alors, on pourrait en parler des heures, mais quand on regarde la plupart des études, on comprend que les salariés se sentent moins bien dans leur entreprise. Alors là, on enfonce des portes ouvertes. Mais en particulier, en lien avec 3 thèmes qui sont le sujet de l'individualisation. Hein. C'est-à-dire que l'entreprise ne répond pas encore suffisamment aux besoins d'individualisation, malgré tous les programmes d'expérience collaborateur qui sont mis en place et évidemment qui améliorent la situation. L'individu se sent encore noyé finalement dans un macro-système. Deuxième élément, l'exemplarité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une exigence de plus en plus forte, c'était évoqué tout à l'heure quand on parlait de recrutement, une exigence de plus en plus forte des collaborateurs et notamment, sans être dans le cliché, des nouvelles générations vis-à-vis de tout ce qui va être entre guillemets RSE. Hein. Est-ce que mon entreprise garantit l'inclusion, l'égalité salariale, sans parler de l'empreinte carbone? Et évidemment, une partie, enfin pas évidemment, mais une partie de ces attentes aujourd'hui ne sont pas satisfaites, avec parfois même des décalages entre le discours et les preuves. Troisième élément, on en a aussi beaucoup parlé avec le télétravail jusqu'à présent, les conditions de travail. Sur un certain nombre de sujets, les collaborateurs sont encore en attente sur les possibilités autour de leur équilibre vie pro, vie perso. Alors, évidemment, il y a des expérimentations en cours sur les semaines de 4 jours, par exemple. Évidemment, il y a plein de choses mises en place malgré tout ce qui est flexibilité du temps. Et puis aussi, on parle beaucoup de qualité relationnelle, managériale. C'est une vraie attente d'amélioration de cet item-là, qui justifie aussi, qui doit donner aussi envie aux collaborateurs de revenir dans les locaux de l'entreprise. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'absentéisme, on peut l'expliquer en grande partie par des sujets qui sont au cœur de la RSE. Et donc, si on tire le fil en revenant sur la slide précédente, on voit qu'il y a un lien fort entre le sujet de la productivité,
au sens économique et le sujet de la RSE. Évidemment, quand je parle de RSE, là, lors de cette intervention, c'est surtout du volet S dont je vais parler. Bon, pourtant, évidemment, les entreprises ont plus que compris l'exigence de durabilité. Pourquoi ? Parce que si je ne suis pas alignée en tant qu'entreprise, si je n'offre pas des services par rapport à ces termes-là, alors je ne vais pas attirer les talents, je ne vais pas attirer des clients, et idem pour les investisseurs. Alors, les entreprises, elles ont compris cet impératif et elles ont aussi beaucoup mis d'énergie sur le sujet de l'environnemental, hein. Ça fait 20 ans que les entreprises cherchent à améliorer, optimiser leur bilan carbone. C'est normé, on peut le mesurer. Mais paradoxalement, le S est resté le parent pauvre de la RSE, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer que les entreprises mesurent leur empreinte sociale comme elles mesurent leur empreinte carbone. C'est l'idée du petit schéma juste en dessous. Mais il n'y a pas la même sensibilité. D'ailleurs, imaginez une entreprise vous dire voilà, notre bilan carbone cette année, il est moins bon que l'année dernière. Enfin, ce serait juste, personne ne pourrait l'entendre. Enfin, ça vous fait peut-être réagir, mais vous voyez, on n'a pas la même sensibilité sur la matière sociale. Les taux d'absentéisme montent, les taux d'engagement baissent, et pourtant ça choque évidemment moins que le sujet du bilan carbone. Alors pourquoi il y a ce décalage ? Évidemment, le sujet, vous me voyez venir avec mes grands sabots, c'est le sujet de la mesurabilité. On a la croyance, de moins en moins évidemment, mais il y a quand même cette croyance qu'on ne peut pas mesurer le volet S de la RSE. Alors, plusieurs raisons à cela. Première raison, c'est que la data, elle n'est pas facilement exploitable. On reviendra sur ce point un peu plus tard. La data est silotée, elle est hétérogène. Les constructions organisationnelles sont parfois complexes avec des filiales, etc., plusieurs systèmes de paye. Bon, bref, on reviendra là-dessus, mais le premier point, c'est pourquoi on a du mal à mesurer le volet S, c'est que la data RH n'est pas facilement exploitable. Deuxième raison, c'est qu'il faut une méthode et un cadre normé, et en RH, on n'a pas ça. Pour calculer les bilans carbone, il y a des normes, il y a des méthodes. Eh bien, il n'y a pas l'équivalent. Sans cadre normé, c'est difficile de savoir si bêtement, si on est bon ou si on n'est pas bon sur des sujets X ou Y. Et puis, sans cadre normé, c'est difficile aussi de mettre de la transparence sur le mode de fonctionnement de l'entreprise, tout simplement, hein. Comme le disait Monsieur Tisserand en introduction, il y a un gros changement qui est en train d'arriver, qui va placer la fonction RH au cœur de la RSE. C'est l'arrivée, là, dès le 1er janvier 2024, de la directive CSRD, qui va imposer un reporting social normé et qui sera audité, hein, et donc qui sera obligatoire. Donc ce rapport sera publié, hein, pour rappel, dans un format électronique unique européen. Il sera donc public, avec un volet très détaillé autour des conditions de travail et de l'égalité entre les collaborateurs, hein. Donc grâce à cela, les pratiques des entreprises vont pouvoir être comparées par les investisseurs, par les consommateurs, par les futurs collaborateurs. Donc quand on regarde un peu plus en détail ce que dit CSRD, c'est que chaque entreprise doit décrire la façon dont elle identifie et gère ses différents impacts sur les collaborateurs, et qu'ils soient avérés ou potentiels. Alors, cette formulation peut faire penser au document unique des risques, hein, mais peut-être je formulais ça de manière un peu maladroite, mais la norme CSRD, ce serait finalement une sorte de fusion entre le reporting social et le document unique des risques, avec deux différences. Le fait qu'il y ait des attentes de reporting beaucoup plus fins, donc une granularité plus fine au niveau du reporting, et une volonté d'avoir des preuves sur la mise en mouvement de l'organisation pour progresser sur les différents thèmes. Quand on regarde un peu plus en détail ce que demande la directive CSRD, donc elle demande de mesurer, ça reste un reporting, d'identifier les sources d'impact négatifs, positifs,
Et voilà. Et quand on regarde les 3 points qui suivent, c'est là où on voit que finalement que c'est assez nouveau, hein. On est vraiment dans une logique de mise en mouvement, d'amélioration continue qui est souhaitée porter par cette directive, qui recommande aux organisations, voire qui impose aux organisations de fixer des objectifs d'amélioration, de décrire les actions qui sont prises et de vérifier leur efficacité, hein. Vraiment dans ces boucles d'amélioration continue, hein. Et je pense que ça incarne, vraiment la nouvelle façon de faire de la RSE. C'est-à-dire que la RSE n'est plus, du reporting, mais la RSE devient un processus. C'est quand même un vrai changement d'état d'esprit. Je ne sais pas si on peut parler de RSE 2.0 ou 3.0, je ne sais pas à quel point on est, mais en tout cas, ça incarne vraiment un renouveau aussi de ces approches, de la RSE. Alors, ça, c'est la cible, enfin, qui va arriver, cette attente, elle va arriver très vite pour les entreprises, dans quelques mois. Mais quand on regarde ce qui est fait aujourd'hui, eh bien, on voit que les KPI, notamment dans les bilans sociaux, sont plutôt des KPI qui restent à un niveau macro, et qui, pour la plupart, ne sont pas, actionnables, exploitables pour prendre des décisions, opérationnelles dans des équipes X ou Y, direction X ou Y. Et ces indicateurs, ils ne sont pas non plus comparés à des benchmarks. Ça, c'est un vrai sujet. Alors souvent, évidemment, il y a beaucoup de données au niveau des branches professionnelles, on vient d'en parler, etc. Mais ça a peu de sens finalement pour, par exemple, une direction des systèmes d'information de se comparer, de comparer son taux d'absentéisme ou son taux de turnover, par exemple, pour prendre des banalités, au taux de la branche. Ce qui est intéressant, c'est de se dire: «OK, dans notre secteur d'activité, quel va être le taux, d'absentéisme dans une autre DSI?» Donc pouvoir se comparer, hein, donc ça aujourd'hui, cette dimension benchmark n'est finalement assez peu adressée. Et puis, la maille des reporting actuels n'étant pas assez, fine, elle ne permet pas, la création finalement, l'actionnabilité par les équipes et donc la création de plans d'action, hein. Donc c'est pour ça qu'on dit: «La data est pas actionnable» et le ROI n'est pas non mesurable parce qu'on ne va pas connecter, un peu comme on faisait la remarque tout à l'heure par rapport à la FEST. C'est pas forcément qu'on fait pas, c'est qu'on mesure pas, on trace pas. Donc, le ROI ne va pas être mesurable, hein. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de référentiel normalisé, contrairement à ce qu'on peut voir sur, l'empreinte carbone. Alors, je disais une des différences, une des nouveautés apportées par, CSRD, c'est le fait qu'il y ait, une exigence, plus importante au niveau de la granularité, des reportings. C'est-à-dire qu'on va attendre des éléments beaucoup plus fins, notamment sur ces thèmes, hein, que sont, la santé au travail. Ah, derrière tout ça, il y a évidemment plein de sous-thèmes, hein. La sécurité au travail, l'équité, l'inclusion, les mobilités professionnelles, hein, toute la dynamique professionnelle, les formations et puis tout ce qui va être charge et connexion, en lien évidemment avec le sujet de la santé au travail, hein, avec tous les phénomènes notamment d'hyperconnexion. Donc ça, ce sont les grands thèmes, qui sont, recommandés, de suivre par la directive CSRD. En sachant qu'il y a, vous avez dû voir un listing assez important de thèmes. Après, libre à l'entreprise, de suivre et de finalement, inscrire ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, sur ces thèmes-là, mais avec un niveau beaucoup plus fin que ce qui était, demandé jusqu'à présent. Alors voilà, je disais tout à l'heure, pourquoi est-ce que finalement, les entreprises n'ont pas, créé leur empreinte sociale comme elles calculent leur empreinte carbone? C'est que la data RH est pas ou peu, exploitable. Il y a 4 principales raisons à cela. La première raison, c'est que la data, je parle sous votre contrôle, hein, mais elle est éparpillée, dans différents silos qui ne sont pas vraiment faits pour se parler entre eux. Et donc ça représente une vraie difficulté que de croiser la data, hein. Comment je vais croiser ma data pay qui va, via notamment la DSN, qui va me donner des infos sur l'absentéisme, les accidents de travail, l'égalité homme-femme. Comment je vais croiser ça avec, ce que me disent les entretiens annuels, et ou, les datas de connexion, type, pour ceux qui utilisent Microsoft ou Google.
Et puis, peut-être ajouter une couche aussi éventuellement avec tout ce qui est data chaude, hein, les enquêtes d'engagement, et cetera. Donc une vraie difficulté à croiser la data RH aujourd'hui du fait de ces silos, du fait qu'elle soit silotée. Je parlais de la DSN juste à l'instant. Le deuxième élément, c'est que effectivement, il y a globalement une sous-exploitation par les entreprises de leur DSN. Or, c'est une mine d'or. On peut voir quasiment tout ce qui se passe dans l'entreprise à travers la DSN. La difficulté de la DSN, c'est, enfin, je vais me répéter, mais c'est que c'est très difficile à manipuler finalement. C'est un document difficilement exploitable. Donc ça, c'est la deuxième raison. Première raison, peu de croisement de data. Deuxième raison, sous-exploitation de la DSN. Troisième point qui est clé, c'est le fait que toute la data là, que vous avez dans la première colonne, c'est de la data individuelle. Pour pouvoir permettre aux collaborateurs, aux managers, aux équipes de rendre cette data actionnable, il y a une étape qui est nécessaire, c'est le fait de faire le lien entre cette data individuelle avec l'organigramme, l'organisation du travail. Et donc croiser la data individuelle avec l'organigramme de telle sorte à pouvoir remettre à chaque équipe, à chaque directeur, son jeu de données sur lequel il va pouvoir agir. Donc ça, le croisement est assez peu fait aujourd'hui. Et puis dernier élément, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que toutes ces datas-là sont ultra sensibles, sont pour la plupart des données personnelles. Et donc évidemment, ça représente une difficulté pour l'entreprise. Donc il y a beaucoup de précautions derrière l'utilisation de ces datas pour dépasser évidemment tous les enjeux de RGPD, etc., etc. Donc, je prendrai évidemment peut-être vos questions juste après. Il reste juste une slide, mais si Norbert et toute l'équipe de l'Observatoire nous a proposé d'intervenir aujourd'hui, c'est parce que nous avons donc développé donc Mensana, qui justement est une plateforme qui exploite la data RH, qui vise justement à résoudre un certain nombre des problèmes qu'on vient d'évoquer, qui permet de croiser la data RH, les différentes sources de data RH. On a mis presque 18 mois à être en mesure d'exploiter la DSN et ensuite de faire tous ces croisements, et puis d'automatiser le volet S, la production des reportings du volet S, et notamment tout ce qui est attendu par la directive CSRD. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on va pouvoir faire tous les traitements. Alors ça, c'était ce que je disais tout à l'heure, en respectant le GDPR et dans un cadre ultra exigeant en matière de cybersécurité. Donc les données sont cryptées, etc. Donc ça, c'est la première partie, finalement, reporting automatisé. La deuxième partie, c'est qu'on va faire en sorte de rendre cette data actionnable en la croisant avec l'organigramme de l'organisation, de telle sorte à pouvoir finalement raisonner dans des logiques de Pareto et de se dire, mais finalement, par rapport à tel thème, le problème dans l'organisation, il est à tel endroit, et on voit que tout va bien au niveau de 80% des équipes. Donc c'est vraiment une des valeurs ajoutées qu'on essaye d'avoir avec Mensana. Alors pour être un chouïa plus concrète et pour terminer, peut-être vous présenter deux cas d'usage très concrets qu'on a eu l'occasion de faire dans le cadre d'expérimentation de notre solution. Donc application numéro 1, celle-ci, on a eu l'occasion de la conduire dans un institut de prévoyance, à peu près 2500 collaborateurs, et leur sujet, c'était l'absentéisme. Et vraiment, le point de départ, c'était de dire on aimerait passer de 7% d'absentéisme à 5% d'absentéisme. Alors, le constat qu'on a pu faire, encore une fois, cette logique de Pareto, c'est qu'on s'est rendu compte, notamment en exploitant leur DSN, que seuls 16% des équipes avaient vraiment un problème d'absentéisme. Il y avait donc 234 équipes qui avaient un taux d'absentéisme assez standard, environ à 5%. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en tout cas là, on a projeté la vue organigramme de Mensana, c'est-à-dire qu'on projette l'organigramme de l'entreprise et là, on y intègre les datas sur l'absentéisme. Donc on voit tout de suite
les équipes qui peuvent être en décalage. Évidemment, ça, ce serait une vue, par exemple, pour un directeur des ressources humaines. Ensuite, on a regardé un peu plus en détail. Au niveau de ces 16 équipes-là, on s'est rendu compte que parfois, le taux d'absentéisme était dégradé, donc élevé, de manière homogène au sein d'une population. Donc là, la corrélation, pas besoin d'avoir fait Polytechnique, comme on dit, pour comprendre que le métier génère plus d'absentéisme pour des raisons que vous imaginez bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans des métiers homogènes, il y a aussi une hétérogénéité, c'est-à-dire des équipes qui ont des taux d'absentéisme élevés et d'autres un peu moins. Donc c'est là où c'est intéressant, on fait tourner nos algorithmes et on peut croiser différentes sources de data pour se rendre compte que finalement, les causes peuvent être soit la charge de travail, les pratiques managériales, les mobilités, la formation. Donc là, je ne sais pas si c'est très visible, mais vous voyez là, vous avez une équipe. Il y a l'arrivée d'un manager. L'équipe était à 15% d'absentéisme et on voit que l'absentéisme chute à 6,6%, 0,4%. Alors que les 3 autres équipes, qui sont les équipes sont des équipes de gestion, qui ont des métiers assez similaires, restent avec des taux d'absentéisme élevés comme ceux qu'ils avaient avant. Donc là, évidemment, piste à exploiter, hypothèse, ça ne peut être qu'une hypothèse à notre niveau, mais on peut se dire, ce manager, en arrivant, il a mis en place un certain nombre de bonnes pratiques qui ont fait que le taux d'absentéisme a baissé. Donc, quid de la capacité de ce manager peut-être à partager des bonnes pratiques avec ses pairs pour généraliser finalement ce qu'il a réussi à mettre en place. Donc, un exemple sur l'absentéisme. Une deuxième application, et après on prendra toutes vos questions évidemment, mais alors vous parliez de l'emploi des seniors tout à l'heure. Bien là, le sujet, c'était dans le domaine de la grande distribution, 1500 collaborateurs. Comment est-ce qu'on renforce le maintien dans l'emploi des seniors de l'entreprise? Donc avec notamment l'utilisation à nouveau de la DSN qui reste vraiment la référence dans les premiers calculs que l'on fait, on se rend compte que 6 métiers dans cette entreprise ont des taux de maintien dans l'emploi en dessous du benchmark. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a ces taux de maintien dans l'emploi qui sont moins favorables pour 6 métiers? Pour 2 des métiers, on a vu que c'était lié à la transformation des métiers. Voilà. Là, en l'occurrence, c'était des métiers informatiques. En l'occurrence, il y a une obsolescence des compétences. Pour certaines équipes, ne connaissaient pas les langages de programmation qui étaient pas complètement ou pas suffisamment les langages de programmation qui étaient désormais utiles pour l'entreprise. Et puis pour 4 métiers, ces décrochages de taux de maintien dans l'emploi étaient liés à la pénibilité des métiers. On s'imagine bien dans le domaine de la grande distribution. Donc là, et je termine là-dessus, nous, ce qu'on a pu apporter, au-delà de déjà ces constats, et cette logique toujours de Pareto, c'est-à-dire qu'il y a 6 métiers, sur combien de métiers au total sur lesquels il faut se concentrer? Eh bien, la question, c'est, pour ces 6 métiers-là, quand est-ce que c'est intéressant d'anticiper une mobilité? C'est-à-dire, si je fais bouger le collaborateur qui est dans ce métier, dans lequel je sais qu'il n'y a pas un super taux de maintien dans l'emploi, j'anticipe que je vais le faire évoluer vers un poste dans lequel il pourra rester plus longtemps, c'est gagné. Donc là, le sujet, c'est comment est-ce que j'identifie le quand et vers quel poste. Et puis l'autre sujet, c'est aussi de voir quelles actions de formation je peux mettre en place pour prolonger le maintien dans l'emploi du collaborateur. Donc là, il y a deux types de raisonnement. Déjà, on peut regarder tout l'historique de l'organisation, c'est-à-dire qu'on peut très bien constater des mobilités internes réussies de collaborateurs qui étaient dans ces métiers-là, avec des taux de maintien dans l'emploi faibles, qui ont fonctionné dans des métiers qui permettaient de maintenir plus longtemps dans le poste. Et puis aussi, idem, même sujet pour la formation, le fameux upskilling dont on parle, des formations qui fonctionnent bien et qui permettent de maintenir dans l'emploi. Ça, on a l'historique, on accède à l'historique. Et puis après, évidemment, on ne peut pas tout faire avec un logiciel, et je serais ravie de terminer cette présentation là-dessus. Et c'est aussi un travail étroit avec les équipes RH, etc., qui vont aller plus vite dans la recherche de solutions grâce à tout le travail qu'on fait en amont de l'exploitation de la data, mais une partie des solutions, évidemment, ne peut être mise en place
et identifié que par les professionnels RH de l'organisation. Voilà 2 exemples d'applications qu'on a eu l'occasion de mettre en place. Alors j'ai beaucoup parlé, peut-être y a-t-il des questions, des remarques, Norbert? Non, merci Caroline tout d'abord pour cet exposé. C'est vrai qu'on se connaît déjà depuis quelques années, ça commence à faire quelques années, mais ça nous paraissait intéressant finalement de voir un peu ce qui émergeait en termes de start-up sur ce sujet-là, parce qu'il est évident que on est en train de prendre un virage. On disait que la crise du Covid avait sans doute été davantage un accélérateur qu'une rupture. Un virage est en train de se prendre. On parle beaucoup de digitalisation, de révolution numérique. On la voit apparaître dans tout un tas de métiers, dans tout un tas de domaines. Mais par rapport au domaine qui nous intéresse plus particulièrement, à savoir les métiers, et donc ce que l'on met au regard des métiers hein, pour les accompagner, que ce soit à l'entrée, en phase d'intégration, tout au long de la vie, pendant la formation, pour la mobilité, etc. On a le sentiment que la fonction RH était finalement relativement restée à distance par rapport à ces sujets-là. Et puis, comme on se voit régulièrement, lorsque Caroline m'a parlé de ce projet et de ce qu'elle y faisait, j'ai trouvé intéressant voilà, qu'elle partage avec vous sa vision des choses et la manière dont, finalement, d'une science molle telle que voilà, les ressources humaines, on pouvait en faire une science dure, c'est-à-dire recueillir suffisamment d'éléments factuels et objectifs à partir desquels bâtir une véritable politique constructive en matière de gestion des ressources humaines. Et je trouve que c'est ça l'intérêt de la démarche. Et c'est en cela que ça me paraissait utile, finalement, qu'elle puisse venir faire cet exposé devant vous. Donc j'espère que voilà, vous avez trouvé ces éléments intéressants, que vous avez des questions. Thierry a une question à poser. J'ai une question de méthodologie, ou alors j'ai raté quelque chose. Vous avez parlé d'algorithmes, etc. Mais je suppose que, par exemple, pour les deux expérimentations pardon, vous nous avez présentées, vous aviez, en réalité, vous aviez été sollicité sur une problématique, non? Alors, et cette problématique, alors, peut-être pas sollicité sur une problématique, enfin, en tout cas, il y avait une problématique. Par exemple, le renforcement du maintien dans l'emploi des seniors dans l'entreprise, c'est une véritable problématique. Mais du coup, vous avez procédé comment en termes de méthodologie pour, comment dirais-je, euh, obtenir les critères qui allaient vous permettre en réalité de trouver une solution? Est-ce que vous avez fait une enquête interne dans l'entreprise? Vous avez interrogé les managers? Vous avez interrogé la RH? Enfin, vous procédez. Voilà. Ma question, elle est sur votre méthodologie très précisément, parce que je n'ose pas croire que c'est uniquement avec des algorithmes qu'on arrive à ce résultat-là. Parce qu'on parle aussi beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais là, du coup, ça nécessite quand même une immersion complète dans l'entreprise et dans son organisation. Oui, plus que de l'intelligence de l'humain, enfin voilà, de Oui, l'intelligence voilà, non, mais émotionnelle. Mais c'est d'où ma question. Oui, alors Mensana est un logiciel, hein, donc effectivement, qui dit logiciel dit approche standard, c'est-à-dire que, alors pour le coup, on a beaucoup rencontré de directeurs des ressources humaines, de responsables des ressources humaines pour construire les différents indicateurs, hein. Grosso modo, on a, nous, développé des indicateurs sur à peu près tous les thèmes qui sont sur cette slide-là, hein. Donc, pour répondre à votre question première, pour la boîte dans le domaine de la grande distribution, on n'a pas fait l'expérimentation uniquement sur les seniors, mais on a fait tourner leur DSN et leur data RH pour obtenir des indicateurs sur tous ces sujets-là. Après, les résultats ont été... on est allé un cran plus loin sur le sujet des seniors parce qu'ils avaient un sujet vraiment là-dessus. Ça a été leur souhait. Et puis, je voulais aussi illustrer ce thème qui, je sais, est beaucoup étudié au sein de France Assureur, etc. Mais en tout cas, le bon de commande initial n'était pas uniquement stricto sensu sur les seniors. Donc après, pour répondre à votre question, nous, on est vraiment une solution plug and play. C'est-à-dire qu'on récupère, on absorbe la data de l'entreprise, notamment en source numéro 1, c'est la DSN. Après, on va croiser les différentes sources de données, mais notre principale source d'information, c'est la DSN. Donc, on va réussir à calculer effectivement avec des reportings, un certain nombre de choses, des indicateurs
très fin qu'on va projeter sur l'organisation. Mais effectivement, vous avez parfaitement raison. Après, la solution, alors nous, on pose des hypothèses sur la cause des solutions, mais ensuite, le déploiement de la solution dans les équipes, etc., évidemment que c'est fait, ce que je disais à la fin, avec la fonction RH, avec les managers, les dirigeants, etc. Voilà, donc c'est pas... Voilà. Il faut peut-être préciser, Caroline, que Oui. tu es sociologue, tu n'es pas actuaire. Ah non, pas encore. Non. Mais je suis en cours de formation. Non, Olivier avait une question. C'est-à-dire que c'est un point de départ, enfin on en a parlé tous les deux avant, et on partage cette même conviction, c'est un point de départ qui est instrumenté. C'est un peu la même chose lorsque l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance a été créé. Il avait pour finalité d'étudier les métiers. Mais pour étudier les métiers, on s'inscrit très largement dans une approche qualitative des choses. Or, pour arriver à ce niveau qualitatif, lorsque je plaisantais sur les sciences molles et les sciences dures, encore faut-il poser un factuel objectif au niveau de la branche. Donc on recueille tout un tas de données, celles qu'on vous a présentées pour partie tout à l'heure, et puis après, vient le temps de poser des hypothèses, d'aller les vérifier sur le terrain, d'imaginer des constructions, de les proposer. Et à un moment donné, voilà, le relais est passé, non plus aux personnes qui constatent, mais aux acteurs de terrain pour s'emparer des sujets, les négocier et puis voir quoi mettre en œuvre. Donc effectivement, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. Sinon, effectivement, je pense qu'on serait tous les deux du même avis que voilà, si ça doit se limiter à de l'intelligence artificielle, c'est un peu court. Olivier. Oui, bonjour, Olivier Bébin, CGT Fédération Banque Assurance. Le sujet des conditions de travail est au cœur de nos problématiques actuelles et notamment de leur dégradation. Vous avez parlé en termes de chiffres sur ce que ça pouvait coûter. Nous, on voit aussi sous l'aspect coût humain, impact humain. Là, vous développez quelque chose, vous parlez des RH, des managers et autres. La question que je vais vous poser en tant qu'organisation syndicale, c'est quid des instances représentatives du personnel, évidemment, puisqu'il y a CSCT, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. On parle beaucoup de risques psychosociaux. Pour nous, c'est plutôt des risques psycho-organisationnels dans ce sens où on considère que c'est l'organisation du travail qui pose problème. Là, le sujet, parce que vous parlez de data, d'intelligence artificielle, et vous l'avez dit vous-même très justement, ça pose une question aussi de RGPD et du traitement des données qu'on peut vous donner. Et là-dessus, les instances représentatives du personnel ont évidemment leur mot à dire. Donc voilà, et ce cadre-là, je ne l'ai pas entendu pour le moment, c'est pour ça que je vous pose cette question, et savoir comment tous ces sujets sont abordés, parce que vous l'avez quand même dit, vous avez abordé la DER, DERP, des sujets sur lesquels on travaille évidemment, le document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qui est un sujet très important qui est déjà la question. Là, j'ai vu que c'était une directive de toute façon pour harmoniser aussi les pratiques. C'est quelque chose qui de toute façon va permettre, il y a beaucoup de termes un peu en anglais, bon, on va ramener ça, parce que c'est le sujet, et puis je pense que c'est la directive aussi. Mais en effet, la question, elle est de l'interaction de tous les acteurs, et les acteurs que nous sommes en tant qu'instance représentative personnelle ou aussi au niveau de la branche. Oui, merci pour la question, c'est une super question. Du coup, il y a un peu deux questions que j'ai entendues. Alors, la première question, je vais commencer par le hard, la data. La donnée DSN, c'est une donnée individuelle, mais en aucun cas, on utilise et on donne accès finalement à l'entreprise à cette data individuelle, puisqu'on la retraite de telle sorte à restituer de manière collective les informations à la maille de l'équipe, évidemment, et on respecte le critère des... Il faudrait que je parle sous le contrôle de Jean-Baptiste, mais de 5 personnes, c'est-à-dire qu'on limite, je crois que la réglementation, c'est de ne pas donner la data à moins de 5 personnes. Voilà, donc ça, je peux vous dire qu'on a passé des heures carrées à comprendre quelles étaient les possibilités par rapport à ça et respecter toutes les normes comme RGPD. Par rapport au deuxième sujet, c'est un super point. En réalité, nous, on travaille en étroite collaboration le plus en amont possible sur les déploiements avec les représentants du personnel, qui sont souvent pour nous une source aussi hyper importante d'informations sur tous les mécanismes aussi informels dans l'organisation, puis souvent une connaissance très approfondie du document unique des risques. Donc on ne peut pas
si je puis dire, déployer Mensana dans une organisation sans monter une équipe projet dans laquelle il y a des représentants du personnel. Donc, je ne sais pas quoi vous dire plus au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment là. Nous, Mensana, on a vraiment une philosophie, une conviction forte qui est vraiment de faire en sorte de faire du mieux pour l'humain, quoi, hein. On est vraiment humaniste. Donc, on n'est pas dans une logique finalement de flicage ou autre. Et même les reporting, les livrables que l'on produit ne permettent pas cela en réalité. On y a vraiment beaucoup réfléchi. Je ne sais pas si je réponds à votre question, au moins en partie. On connaît bien, nous, dans notre groupe Vigéo, voilà. Absolument, de quelqu'un que je pense on connaît bien aussi côté organisation syndicale. Comment vous vous positionnez, vous, par rapport à Vigéo, qui me semble travaille sur de la notation sociale, hein, qui a affiné aussi au fil des années son modèle. Alors votre apport, je l'imagine, est encore plus sur la data et sur l'exploitation, hein, de la data, mais ceci dit, Vigéo travaille sur ces aspects-là. Voilà, c'est plus une question à titre de curiosité. Nous qui sommes toujours très intéressés pour voir qui sont les acteurs, effectivement, sur la notation sociale. Alors, effectivement, bon, alors, Vigéo, peut-être, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais en tout cas, il y a quelques années, proposait des datas assez macro, notamment sur toute la dimension environnementale. Je ne suis pas sûre qu'ils exploitent aujourd'hui vraiment la DSN. Et puis par ailleurs, c'est-à-dire que nous, on va être dans la projection sur l'organigramme de l'organisation. Si je résume, on va nous favoriser davantage que Vigéo l'actionnabilité, la mise en mouvement de l'organisation grâce à plusieurs choses. Le fait qu'on projette les indicateurs sur l'organigramme, le fait qu'on ait des benchmarks, c'est-à-dire qu'on permette à l'entreprise de se comparer avec quelque chose de comparable et pas quelque chose de très macro voilà. Et puis ensuite, on va vraiment s'imprégner de la directive CSRD pour permettre finalement de recueillir au sein des directions, des équipes, les actions mises en place pour s'inscrire dans une logique d'amélioration continue, hein. Donc, modulo peut-être deux, trois choses. C'est comme ça à chaud que je répondrai à cette question.